Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Juliette, nous avons décidé de vous parler des phobies, de qu'est-ce que c'est et de comment on accompagne les personnes qui ont une phobie en séance d'hypnose. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Mieux Chiki, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast sur le sujet de la phobie. Et du coup, pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on définisse ensemble ce que c'est une phobie, pour qu'on soit bien sûr qu'on parle tous de la même chose. Pour vous définir ce qu'est une phobie, on s'est inspiré du DSM-5, qui est en fait le manuel de référence utilisé par les professionnels de santé et notamment les psychiatres pour décrire les maladies et les troubles mentaux. Alors, qu'est-ce que c'est une phobie ? Une phobie, en fait, elle va se définir comme la peur et l'anxiété face à une situation ou un objet donné. Cette peur et cette anxiété, en fait, elle va être à un degré qui est hors de proportion avec le danger ou le risque réel. Donc par exemple, je vois une araignée qui est toute petite, qui fait 3 mm, et ben ça ne m'empêche pas, car j'ai une phobie des araignées, de sauter au plafond et de partir en criant. Voilà, donc c'est une réaction hors de proportion. Souvent, la situation ou l'objet est habituellement évité quand cela est possible. Si on a une phobie des araignées, on va essayer d'éviter de croiser des araignées. Si on a une phobie du vide, on va essayer d'éviter de se retrouver en face du vide. Ça, c'est quand c'est possible. Mais parfois, lorsque la personne y est exposée de manière contrainte, et ben là, du coup, elle va avoir une réaction d'anxiété qui va se développer rapidement et qui va pouvoir s'intensifier jusqu'à aller à une véritable attaque de panique. En général, dans les phobies, la personne reconnaît généralement que sa peur est excessive ou déraisonnable. On parle aussi souvent de peur irraisonnée. Et ce qu'on vous propose dans ce podcast, c'est de vous expliquer justement nous, hypnos, comment on fait, parce que c'est bien connu que l'hypnose répond bien aux phobies. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une personne qui se présente avec une phobie? Quelle va être notre stratégie? On va vous décrire un peu les coulisses de notre manière d'accompagner une personne vers la désensibilisation de sa phobie. Avant de commencer à rentrer dans le détail de comment on fait, nous en séance, on peut déjà dire qu'il y a plusieurs types de phobies différentes. Il y a des phobies animales, quand on a peur d'un animal en particulier ou d'un insecte. Il y a des phobies qui sont plus liées à l'environnement naturel. Par exemple, la peur des orages, ou la peur de l'eau, ou la peur des hauteurs. Il y a des phobies liées plutôt au sang ou aux injections, aux piqûres par exemple. Il y en a d'autres qui sont plutôt situationnelles. Par exemple, la peur des transports en commun, des tunnels, de marcher sur un pont, des ascenseurs, la peur en avion, la peur en voiture par exemple, ou la peur des endroits clos. Et puis il y a d'autres types de phobies qui sont induites par d'autres stimulus, par exemple la peur de vomir. C'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment en accompagnement. La peur d'une maladie, des microbes, des bactéries. Et puis certaines peurs liées à des bruits forts qui peuvent venir nous déranger, etc. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui peuvent créer une phobie et une réaction excessive et irraisonnée.
D'ailleurs, ça me fait penser, on l'a pas dit, mais c'est un trouble on appelle ça trouble, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. J'imagine que vous avez tous soit un objet de phobie, ou alors vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui a une phobie. Et d'ailleurs, les phobies, alors soit là, effectivement, on a présenté des phobies assez classiques, mais parfois on peut retrouver aussi des phobies qui sont totalement surprenantes, comme par exemple la phobie des kiwis ou la phobie des nombrils. Oui. C'est des peurs irraisonnées, finalement. Oui. Ou des oiseaux qui nous empêchent littéralement de sortir de chez nous parce qu'il y a des pigeons. Et alors du coup, suivant l'endroit où on habite, notre environnement, ça va être plus ou moins gênant. Mais ça peut être très très gênant si on habite à Paris ou dans une grande ville, si on a peur des pigeons, par exemple. C'est ça, en fait, du moment qu'on peut rester à distance de son objet phobique, finalement, on va pas forcément avoir l'impression que ça nous gêne. On va pas vouloir forcément se faire accompagner là-dessus. Par contre, comme tu dis, Maud, si la phobie, par exemple, des oiseaux est assez importante et l'intensité est assez élevée, c'est là qu'on peut rechercher des solutions et de se dire en fait, moi, j'arrive plus à vivre avec ce truc-là et j'aimerais bien qu'on vienne m'aider là-dessus. Et nous, c'est là qu'on peut apporter une réponse. Donc voilà, il y a plein de types de phobies différentes. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, elles ont tout un nom, des phobies. Pour n'en citer que quelques-unes, par exemple, l'arachnophobie, qui est bien connue, la peur des araignées, la claustrophobie, qui est la peur des espaces confinés. Alors, il y en a d'autres, l'astraphobie, qui est la peur du tonnerre et des orages, ou alors l'opiophobie, ou l'ophiophobie, je sais même pas trop comment on le dit, qui est la peur des serpents. Voilà, donc si vous-même vous avez une phobie, vous pouvez toujours aller sur Internet pour voir quel est le nom de votre phobie. Voilà, on a un peu défini et posé un peu les bases de ce que c'était une phobie. Maintenant, et avec Maud, on aimerait vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait. Nous, quand on a quelqu'un qui vient nous voir avec une phobie, déjà, la première étape, ça va être de vérifier que c'est bien une phobie, qu'on est bien sur une peur irraisonnée, une réaction excessive, génératrice d'angoisse et de peur vis-à-vis d'une situation ou d'un objet. Et ensuite, on va aller évaluer l'intensité de la réaction émotionnelle, du coup, de la peur et de l'anxiété vis-à-vis de cet objet ou de cette situation. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas forcément utiliser les mêmes techniques. Alors, petit disclaimer avant de commencer, nous, là, on en a discuté ensemble, on utilise un peu les mêmes outils, donc on va vous présenter vraiment les outils qu'on affectionne le plus et notre manière de pratiquer. Mais bien sûr, il y a plein de types possibles d'accompagnement pour la phobie. Alors, en général, on va toujours chercher les mêmes leviers de changement avec l'hypnose, mais c'est totalement possible que vous rencontriez ou vous ayez vu un praticien vous-même pour une phobie qui vous ait proposé complètement autre chose. Nous, on est là pour vous présenter nos outils, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Du coup, quand une personne vient nous voir avec une phobie, on va partir de la première hypothèse. Cet objet phobique ou cette situation, elle est d'intensité modérée. Ça veut dire que la personne il n'y va pas y avoir de retentissement majeur, ou alors en tout cas, elle peut en parler, elle peut peut-être voir une photo ou une image sans rentrer dans une attaque de panique ou vivre une anxiété très intense. Dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de considérer qu'éventuellement, cette phobie peut être un ancrage négatif. Du coup, Maud, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi en fait le principe d'un ancrage ? Oui, tout à fait. Un ancrage, c'est une réponse émotionnelle à un stimulus extérieur. C'est une réponse inconsciente à quelque chose qui vient de l'extérieur, générer chez nous une réponse émotionnelle. Je donne un exemple. Je me balade dans la rue, je sens le parfum d'une personne qui me rappelle, je sais pas moi, une personne qui a été proche de moi, que j'ai pas vue depuis longtemps. Et instantanément, en sentant ce parfum, je repense à cette personne, je repense au moment où j'ai partagé des choses avec elle. Donc ce stimulus extérieur, il peut être de plusieurs formes. Il peut être olfactif, il peut être auditif, ou il peut être kinesthésique. Par exemple,
j'entends une musique à la radio dans ma voiture et ça me replonge dans ma chambre d'étudiant quand j'étais en train de réviser le bac et que j'écoutais en boucle cette musique et instantanément je repense à ce moment, à cet événement et ça me remet dans l'état émotionnel où j'étais à cette époque-là quand je travaillais à réviser le bac. Du coup, ça va être en fait, c'est totalement inconscient ce mécanisme-là. Souvent, les ancrages, ils se font de manière inconsciente. C'est un peu un conditionnement émotionnel face à une situation ou à un stimuli externe. Et ces ancrages, ils peuvent être soit positifs, soit négatifs. Donc, par exemple, les ancrages positifs, t'en parlais, c'est, imaginons, on écoute une radio qui nous replonge dans nos aides étudiantes. Alors, je sais pas si le bac pour toi, c'est plutôt un bon souvenir, un mauvais souvenir, mais ça peut être par exemple, je sais pas moi, notre première boum, tu vois, je sais pas, ça peut nous faire remonter des émotions, je sais pas, des premiers émois amoureux ou j'en sais rien. Ça peut être aussi l'odeur, par exemple, d'une pâtisserie qui nous renvoie aux souvenirs de notre grand-mère. En tous les cas, c'est le principe de la Madeleine de Proust qui nous rappelle ce qu'on vivait enfant, etc. Et ces ancrages, ils se créent en ayant une exposition soit répétée, soit en ayant une émotion tellement intense au moment où ça se fait que l'ancrage se fait automatiquement. Et du coup, comme tu le disais, on peut avoir des ancrages qui sont positifs, mais on peut avoir des ancrages qui sont négatifs lors d'un accident, d'un traumatisme, d'une exposition à une scène choquante qui va faire qu'on va associer un son, une image, une sensation kinesthésique ou une odeur à quelque chose d'extrêmement négatif émotionnellement et physiologiquement dans son corps. Et je crois que tu as un exemple pour ça, Juliette, qui est assez cocasse. Oui. En fait, un exemple d'ancrage négatif, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est un exemple d'ancrage que j'ai eu moi-même, de manière inconsciente, mais je m'en suis rendu compte après. En fait, lors de mes études de médecine, j'ai fait une semaine, des jours de dissection. Tous les étudiants en médecine, en fait, apprennent l'anatomie en disséquant des personnes qui sont décédées et qui ont donné leur corps à la science. Et le fait est que c'est vrai que l'odeur est pas très agréable pendant les dissections. Et donc on avait l'habitude, tous les étudiants, de se mettre du baume du tigre juste sous le nez, là, sous le masque, pour pouvoir passer ces journées de dissection, en ne sentant pas toute la journée cette odeur qui est assez désagréable. Et qui est totalement normale, mais du fait est que c'est assez désagréable. Et du coup, je passe mes journées de dissection, d'ailleurs très très intéressantes, avec ce baume du tigre toute la journée sous le nez. Et puis, plusieurs années plus tard, mon mari, qui est un très grand sportif, se met à utiliser du baume du tigre, puisque ça a des propriétés musculaires. Et tout de suite, moi passant à côté de lui, l'odeur me vient au nez, et tout de suite ça me replonge à l'état émotionnel lié à cette odeur désagréable en fait. Ça m'a replongé en fait dans mes heures de dissection et en particulier à cette odeur que j'essayais de cacher avec le baume du tigre. Et du coup forcément c'est pas un ancrage dramatique, mais c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de pas très agréable quand il y avait le baume du tigre. Et ça c'est typiquement un ancrage négatif. Donc ce qui est génial avec les ancrages et en hypnose, c'est qu'on apprend qu'on peut jouer avec ces ancrages, on peut aller avoir un impact dessus, on peut aller créer nous-mêmes, conditionner des ancrages positifs, par exemple de sérénité, de calme, de sécurité, de confiance en soi. On peut aller vraiment, à la demande, aller se créer des ancrages. Par exemple, en repensant à un mot, ça nous remet dans un état émotionnel particulier. Et ce qui est hyper intéressant avec notre sujet principal qui est les phobies, c'est que si on considère que la phobie est une simple encre négative, on peut aussi aller l'enlever. Et ça, toi, Maud, tu peux nous expliquer ta phobie, ton encre négative vis-à-vis des chiens, tu nous réexpliques ? Ouais, alors moi, c'est pas vraiment une grosse phobie, c'est quelque chose qui est assez gérable, mais c'est vrai que durant mon enfance, quand je me baladais en forêt ou en ville avec ma maman avait très très peur des chiens.
Et du coup, je ressentais en lui tenant la main qu'elle se tendait et qu'il y avait de la peur et du danger dans son regard face au chien. Et donc, elle m'a transmis cette peur-là parce que je la voyais réagir comme ça et que je me disais qu'il y avait forcément un danger. À chaque fois, on devait faire des grands détours de pâté de maison pour éviter le petit chien qui était sur la route. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce point d'arrêt, c'est-à-dire quand je me retrouve face à un chien, je marque un arrêt. Et il y a une espèce de réflexion automatique qui vient dans mon émotionnelle, esprit, émotionnelle et automatique, où je me dis il faut que je fasse un détour. Et ça me vient de cette expérience qui n'a pas été forte une fois, mais a été répétée. En fait, les ancrages, ils viennent, comme on disait tout à l'heure, se créer par répétition ou alors par quelque chose d'extrêmement fort. Soit c'est un état émotionnel peu intense mais qui est répété à plusieurs reprises, soit c'est un état émotionnel très fort et du coup là ça s'ancre instantanément. Ouais. Et ça c'est totalement inconscient. Complètement. Même si on apprend avec l'hypnose qu'on peut réussir à gérer ça. Oui. Mais à la base, et d'ailleurs on est tous conditionnés et on a tous plein d'ancrages négatifs et plein d'ancrages positifs. Oui. On vit avec ça. Du coup, pour revenir à cette première approche qu'on peut avoir vis-à-vis des phobies, c'est de se dire, si effectivement l'intensité est modérée, on peut considérer, alors tout ça c'est bien sûr personnalisable, mais on peut se dire, tiens, effectivement ça peut être considéré comme une encre négative, et nous en hypnose, on appelle ça des protocoles, qui va permettre de venir désactiver cette encre négative. Donc c'est permettre de séparer l'état émotionnel désagréable du stimulus externe. Donc par exemple, imaginons Maud avec le chien, on va aller séparer, on va aller considérer que le stimulus externe chien ne soit plus directement relié à un état émotionnel désagréable pour elle. C'est vraiment aller en fait couper le lien que notre cerveau a fait inconsciemment entre le chien et la peur. Et on va pouvoir venir mettre à la place une encre plus positive, tout en gardant cette vigilance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de n'avoir plus aucune anxiété, aucune peur. Aucune vigilance, parce qu'on pourrait effectivement se retrouver de temps en temps face à un chien qui fait peur. Un chien qui fait peur, un chien méchant, un chien qui n'a pas l'air très très commode. Et il ne s'agit pas de nous rendre complètement OK avec tout type de danger, mais de rabaisser ce seuil de vigilance. Ouais, heureusement que si vous vous baladez dans la jungle et que vous vous retrouvez face à un serpent, c'est totalement normal et heureusement pour vous que vous ayez de l'anxiété et de la peur et que vous partiez en courant. Là, en fait, c'est juste comment remettre les curseurs, en fait, enlever une réaction qui est considérée comme excessive. Un serpent dans la jungle, c'est pas une réaction excessive de se barrer en courant. Une araignée de 3 mm, on peut considérer que c'est une réaction excessive. Et le stress a une fonction vitale pour l'homme et a une véritable fonction biologique, et à aucun moment, et ça c'est vraiment important, on est là pour supprimer le stress. Parce que ça a une fonction dans notre survie humaine. Deuxième approche qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une phobie. Alors ça va être pour les personnes où même le fait d'en parler, où c'est impossible même de voir en photo. Imaginons quelqu'un qui a, je sais pas moi, tellement peur des oiseaux, elle est incapable même de regarder une vidéo ou une image de l'oiseau. À ça, du coup, ça, en tout cas pour moi, tu me diras Maud, mais ça va m'amener plutôt à une autre approche qui en fait va nous permettre d'aller activer ce levier de changement qu'est la désensibilisation, mais du coup avec un travail en amont de sécurisation, de créer un peu une bulle de sécurité pour la personne, pour qu'elle arrive justement à aller travailler et à désensibiliser ce qu'elle se raconte de sa perception vis-à-vis des oiseaux. Donc on va utiliser notamment ce qu'on appelle la dissociation. Donc ça, en hypnose, c'est quand une personne ne revit pas la scène, mais est spectatrice, observatrice de la scène. Et notamment, moi, ce que j'utilise, c'est la métaphore du cinéma. Donc voilà, on va aller revoir une situation, un objet phobique à travers la métaphore du cinéma. Donc très paradoxalement, c'est une séance qui est
hyper ludique, hyper marrante finalement. Alors ça peut vous faire un peu bizarre de vous dire tiens ça va être marrant d'aller voir ma phobie, mais c'est vraiment le retour que j'ai eu en fait des personnes que j'ai accompagnées. Mais le préalable à ça, c'est vu que l'intensité est forte, c'est d'aller vraiment travailler cette bulle de sécurité en amont et surtout travailler en état dissocié. Et ça, grâce à l'hypnose, on peut faire ça. Et d'ailleurs, ça permet souvent, la personne était incapable de voir une image sur l'écran d'oiseau, et à la fin de la séance, je montre une image, voire même une vidéo, et ça nous permet vraiment d'évaluer si la désensibilisation a été faite ou pas. Oui, tout à fait. On n'expose jamais quelqu'un à un objet phobique quand cette phobie est très forte et génère une réponse émotionnelle disproportionnée. On ne l'expose pas à quelque chose de très fort sans avoir posé des fusibles, sans avoir créé un lieu ressource avant dans lequel la personne se sent en sécurité et peut aller se réfugier si quelque chose ne va pas bien. Donc on est extrêmement vigilant à créer cet environnement très sécurisant quand on va accompagner des personnes qui ont une réponse émotionnelle qui est vraiment excessive. Et c'est ce que tu expliques quand tu parles de dissociation, de créer un ancrage positif, de créer un lieu ressource, etc. Il y a plusieurs solutions pour que la personne ait un endroit où elle peut aller se réfugier s'il y a un gros Mayday, warning. Et du coup, je tiens à préciser, attention, phobie, bien différent de trauma. Hein. Là, on parle vraiment des phobies. On parle pas des événements traumatiques, traumatogènes, ça c'est autre chose, c'est d'autres mécanismes. On parle vraiment pas du vécu traumatique. Là, on vous parle vraiment des peurs irraisonnées. Hein, c'est juste, je voulais remettre parce que il y a quelques liens qui peuvent se faire, mais attention, là on parle pas du trauma. Oui, pour le trauma, ça serait d'autres protocoles, une autre manière d'aborder les choses pour accompagner aussi dans toute sécurité les personnes, mais du coup on l'aborderait pas de la même manière effectivement. Bon voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur les phobies. On espère que vous aurez une idée un peu plus claire de ce qui se passe en séance quand on accompagne les gens avec ce type de problématique. Comme on disait au départ, c'est une manière d'aborder les choses et effectivement, il y a autant de praticiens que de solutions pour accompagner ce type de problématique. Nous, on avait envie de vous exposer notre manière de travailler. Si ça vous a intéressé, si vous aussi, vous avez des phobies qui vous polluent un peu votre quotidien. Et que vous avez envie de travailler dessus, n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous avec un hypno proche de chez vous pour aller vous faire accompagner sur ces sujets-là qui sont plutôt faciles à accompagner et qui sont souvent très efficaces. C'est assez connu d'ailleurs, hein, que l'hypnose répond bien aux phobies comme le tabac ou les insomnies. C'est vrai que même si on parle pas encore partout d'hypnose, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez connu, en tout cas des personnes que la phobie effectivement répond bien avec l'hypnose. Ouais. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça vous a intéressé? En tous les cas, on est toujours hyper contente d'avoir vos retours sur ce qu'on vous partage. Et puis si vous pensez que quelqu'un a une grosse phobie et que ça lui ferait du bien, ou peut-être que ça pourrait la rassurer ou le rassurer sur le fait d'aller tester l'hypnose pour se débarrasser de cette peur irraisonnée, n'hésitez pas à lui partager ce podcast. C'était avec plaisir que nous avons pu vous présenter notre pratique et on vous dit au prochain épisode.